Tu qu'on va se faire cancel avec ce podcast-là. J'en ai rien à foutre, dog. Je te jure, ça va être notre big break. Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas. Je suis Antoine. Bonjour. Antoine. Wow, enchanté. Oui, Antoine. Bonjour. Wow. Moi, c'est Antoine. Vous, c'est quoi votre nom? Ah. Moi, Nicolas. Oh, wow. Wow. Aujourd'hui, on va parler de la longue marche. Oui, la longue marche ou... The Long Walk, en anglais. C'est marche ou crève marche en ou français. crève au Québec. Marche ou C'est- crève. C'est... Non, c'est en France aussi. Hein. C'est Marche ou Ouais, crève, le livre. C'est juste Il était marche. traduit Ouais, en- c'est vrai. C'est vrai. Marche ou crève, alors que si tu pourrais juste vraiment le traduire ça à la longue marche. C'est comme... Pourquoi les traductions fuckées, là? Tanné. T'étais-tu familier avec le livre ou quelque chose J'ai de pas même? lu le livre. Je Non, sais moi que non toi, tu plus. l'as lu, mais moi, J'ai pas lu le livre. Ah, tu pensais que tu l'avais lu? C'est pas le Stephen King que t'avais lu, non? Non, c'est Running Man. Ah, Running Man, ok. The Long Walk, Running Running Man. Man, ben oui. Les thématiques de Richard Bachman sont toujours de même. Donc, il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Stephen King sous le pseudonyme de Richard Bachman, paru en 1979. Le film met en vedette Cooper Hoffman, David Johnson, Garrett Waring, Tut Nyot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Joshua Odick, Judy Greer, puis Mark Hamill. Mark Hamill est dans le film, man. Luke Skywalker est dans le film. Damn. Ça fait tellement bizarre de voir Luke Skywalker dans un autre rôle. J'étais genre, hey, c'est Mark Hamill, what the hell? Puis j'ai pas vu de trailer, j'ai rien vu genre du film. Moi non plus. J'étais allé blind complet, puis J'étais assez surpris hey, quand Mark je l'ai vu. Hamill. Ouais, moi avec. Et avec sa grosse voix de méchant, là. Oh my god. Ça me faisait rire. Donc, The Long Walk raconte... c'est dans un univers alternatif un peu. Après une seconde guerre civile américaine a dévasté les États-Unis. Ils sont rendus avec un régime militaire totalitaire. Donc, une vingtaine d'années après la guerre, ils font une compétition. On peut appeler ça une compétition. Ils disent que c'est filmé, mais on voit pas vraiment de caméra. Il y a une caméra qu'on voit qui est bizarre un peu. Là. Ah, on n'a pas vraiment comme la réaction du public en soi. Non, pas on est- vraiment. Vu qu'ils disent que le public est juste admis vers la fin, quand il reste Ouais. juste 2 personnes. Donc, 50 jeunes hommes sont tirés au sort, un par état dans le film. Dans le livre, c'est 100 personnes random. Donc, ça, c'est un petit changement que j'ai vu sur les internets. Les internets. Puis, dans le fond, il faut qu'ils marchent. C'est juste ça, la compétition. Puis, le dernier qui reste, il gagne. Puis, comment ils sont éliminés? Dis-nous donc comment ils sont éliminés, Nick. Pow! 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 Une balle Ouais. dans la gorge. Non, une balle dans le cou. Non, une balle dans la tête. Slip up. Oh shit. Oh, fuck. Donc, si un marcheur descend en bas de 3 miles per hour, ce qui est 4,8 km, Il se fait descendre. il se fait descendre après 3 warnings. Tu as le droit à 3 warnings, puis si tu arrives au 4e, bang, il te shot. Par contre, une chance, si tu marches 1 miles de plus après tes warnings disparaissent. Après, un warning disparaît par miles marché. Fait qu'au moins, tu peux prendre un petit break de genre 9 secondes de temps en temps. C'est rough, ça, là. Donc, les 2 acteurs principaux, Cooper Hoffman, David Johnson, qu'est-ce que tu as pensé de leur performance? Honnêtement, en général, je trouve que les performances sont super. Écoute, Mais ces deux-là en particulier sont vraiment excellents. j'ai l'impression, là, tu sais, t'enlèves Judy Greer puis Mark Hamill, là, c'est 2 acteurs vraiment reconnus, là. Tous les acteurs jeunes, là, j'ai l'impression que dans genre 10 ans, là, on va look back à ce film-là puis être genre, t'as-tu vu comment que le cast il est stack? Parce que je suis sûr et certain qu'ils vont tous devenir des A-listers. Surtout Cooper Hoffman puis David Johnson. David Johnson qu'on a vu dans le récent Alien Romulus, qui était également excellent. Puis lui, c'est juste j'ai sa page ici. C'est juste son 4e film. Fait que lui, c'est vraiment une Rising Stars, puis Chris que c'est un bon acteur pour vrai. Là. C'est le cœur émotionnel du film aussi. J'ai vraiment aimé son personnage. Puis j'avais Ouais. peur, justement. Tu sais, c'est un film, tu sais, pas horreur, mais tu sais, c'est un thriller psychologique, mais ça vient de Stephen King. Fait que j'étais comme, vu que ça rentre dans l'horreur, j'avais peur qu'il aille dans le gros cliché de tuer les personnages de couleur en premier. Puis j'étais comme, tuez pas ce personnage-là, là, s'il vous plaît. Là. Puis le pire, c'est que ça m'a pris jusqu'à la fin du film. Là. Le film a fini, puis j'étais comme... Je pense que c'était le gars dans Alien Romulus.
Tu sais, il est tellement un bon acteur que tu le reconnais, mais t'es pas capable de savoir dans quoi. Je trouve c'est là la force d'un bon acteur, c'est quand t'es pas capable de le reconnaître. Puis là, c'est un bon acteur pour vrai, ce gars-là. Non, Cooper Hoffman aussi était Oui, excellent. oui, Il était vraiment, là, incroyable. j'ai bien aimé comment que le film il est vraiment efficace. Il est vraiment pas long, il est 1h30, 108 minutes total. Le film, il va au point direct, puis il niaise pas avec ça, là. Non, c'est Puis comme, j'étais surpris parce que le setup, c'était comme genre 5 minutes, puis j'étais comme Ouais, direct dedans, j'étais comme, ok, ouais, on est vraiment focus, puis les 20 premières minutes, c'est comme genre, jusqu'à temps que le title drop, là, ça prend ouais, 20 minutes. ouais. Mais j'ai bien aimé que le title drop après le premier kill. Ça, Ouais. j'ai trouvé ça très intéressant, puis surtout que le premier kill, il est vraiment gruesome, là. Tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi gore, puis avec le gros close-up. Mais j'ai vraiment adoré comment que tu sais, le film, il shy pas away du gore. Tu sais, n'importe quel autre réalisateur aurait peut-être juste été vraiment plus off-screen avec plus de morts possible, mais c'est pas celui-là. Là. Si les personnages voient la mort, on va la voir, puis la caméra va pas shy away du moment. C'est juste les moments où est-ce que les personnages regardent pas la personne mourir, ou est-ce qu'il est plus en background ou dans un petit flou de caméra. Puis encore là, artistiquement, c'est solide au but. Là. L'avant-dernier qui se fait tuer à la fin, là, sur le pont, là, le plan était absolument magnifique. Ouais. Une utilisation vraiment, vraiment bonne pour les flashbacks. Je sais pas si ça a bien fonctionné pour toi, mais les 2 flashbacks qu'on a eus étaient vraiment excellents. Il s'intègre assez bien dans la narration, Ouais. et dans le flow en général. C'était un très bon film pour moi. Vraiment, j'ai trouvé que le conceptement parlant, j'avais un petit peu peur que ça devienne répétitif, puis finalement, les acteurs, justement, ils font tellement une bonne job que tu t'attaches à pas mal tous les personnages à part un, qui est juste un petit fucker de merde. Il se fait traiter de killer tout le film. Il est genre, I'm not a killer. Yeah, you are, bitch. Moi, j'étais assis sur mon siège de cinéma, puis j'étais genre, you bitch ass bitch. Moi, par contre, j'ai trouvé ça un peu répétitif. Je dois être sincère. Je trouve que les moments intimes entre les personnages, c'est super bien écrit et tout. Mais la formule, pour moi, a commencé, OK, on commence à s'intéresser à ce personnage-là, qui va mourir. Ouais, je Puis comprends. aussi la façon que les personnages sont présentés dès le départ, j'étais comme genre, OK, toi tu vas mourir comme ça, toi tu vas mourir comme ça. Ben, j'ai trouvé ça sympathique, la scène au début. Là, Cooper, il arrive, puis le personnage de Cooper Hoffman, le personnage de Ray, il arrive, puis tu sais, il y a personne qui se parle, mais lui, il arrive, puis il se présente, puis là, tout le monde commence à se parler. C'est comme s'il a un petit peu ouvert le cercle. Son arrivée, c'est comme... Les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires, ça, c'était drôle aussi. Là. Je m'attendais pas à voir un gars se faire headshot pendant qu'il chie. Là. Ça, c'était gruesome pas mal. Là. Il y avait des scènes de chiasse dans ce film-là. Ouais. Puis le pire, c'est que j'ai pensé à ça avec mon friend après. Là, c'est comme... Je sais pas si ça serait permis, mais si tu t'arranges avec 2 dudes pour que genre chacun te tient une jambe pendant que tu chies, pendant que tu peux t'arranger pour genre quand il y en a un qui a envie de chier, on le prend puis il fait juste chier pendant que les 2 autres le tiennent pendant 2 minutes. Je sais pas si ça serait permis, mais ça serait faisable. Man, Ce serait déjà mieux que de chier à 9 secondes de la shot. Là. C'est impossible. Là. Le gars qui s'est fait shot en chiant, là, c'est parce que sa chiasse, ça l'arrêtait pas. Il essayait de se relever puis il était vraiment non, ça continue. Ah, ça me fait rire. J'ai bien trouvé ça drôle, moi, personnellement. Ah. Donc, le film est réalisé par François Lawrence, qui est un réalisateur quand même bien connu. Il a réalisé Constantine, qui était son premier film, I Am Legend, qui était son deuxième film. Donc, lui, il a commencé sa carrière assez fort. Puis ensuite, il est arrivé avec Water for the Elephant, qui est un film qui était quand même bien critiqué, si je me rappelle bien. Ah, puis en passant, c'est Francis, hein, pas François. Ah, c'est parce que ma page Wikipédia est traduite par Google. My bad. Francis Lawrence. Il a également réalisé Hunger Games Catching Fire, Hunger Games Mockingjay Part 1 et 2. Donc, il a réalisé toutes les Hunger Games à part le premier. Il a également réalisé le Ballad of the Songbird and Snake qui est sorti en 2023. Puis il réalise le prochain qui est Sunrise on the Reaping. Puis il a réalisé Red Sparrow aussi, Slumberland. C'est un bon réalisateur pour des projets comme ça. Un bon petit fun fact. En 1988, George A. Romero était supposé réaliser l'adaptation. Donc, ça, c'est assez spécial comme fun fact. Mais le projet, il n'a jamais abouti, malheureusement.
Qu'on aurait pu avoir un Romero, un The Long Walk réalisé par Romero. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été un très bon film. En 2007, Frank Darabont a obtenu les droits cinématographiques du roman. Puis finalement, son projet n'a jamais abouti. En 2018, New Line Cinema devait adapter le film basé sur le roman avec James Vanderbilt comme scénariste et producteur. Puis en mai 2019, ça a été annoncé que Andrei... C'est comment que je prononce ça? C'est un nom norvégien. Andrei Øvredal, je sais pas si je prononce ça comme du monde. Il devait réaliser l'adaptation. Finalement, ça n'a jamais abouti. Dans le fond, c'est un projet qui a été en development hell pendant vraiment longtemps. Jusqu'à temps que le film aboutit enfin dans les salles de cinéma en 2025. C'est bien intéressant. Le film a été tourné à Winnipeg. J'ai vu un témoignage d'un des acteurs sur Reddit où il a fait un AMA. Les moustiques, là, c'était pire que la marche. Ça a l'air, il y a un acteur, il voulait pas venir dire c'était qui, mais il y a un acteur qui a découvert un tic sur son armpit, genre 3 jours après avoir eu le tic. Ça a pas dû être le fun. Non. Puis il a dit que la production avait beaucoup d'anti-moustiques puis de sunscreen. Hey, t'es à Winnipeg, là, c'est sûr qu'il y a du moustique en tabarnouche. Ah, tu te fais bouffer, là. Ouais, vraiment. T'as-tu un petit moment préféré du film? Ah, pour moi, c'est vraiment les interactions entre les deux personnages principaux. Mm-hmm. J'adore leur relation. Je trouve vraiment que leur amitié est crédible tout le long du film, j'y ai cru. Ce qui rend comme genre la dernière scène. Même si je m'y attendais un peu. Ouais. Comme j'ai dit, c'est un des problèmes du film pour moi, c'est un peu prévisible. Oui, mais oui, définitivement. C'est un peu prévisible, mais je trouve qu'ils ont fait un bon job avec les personnages, fait que j'en ai quand même quelque chose à foutre. Fait que c'est sûr que la scène de fin a hit quand même. Ouais. Assez. Non, mais je dirais vraiment leur relation en soi. C'est vraiment ce que je trouve le plus mémorable. Mais il y a une scène aussi, c'est le gars qui s'est tordu la cheville, qui continue à marcher dessus. Oui. C'est dégueulasse. Okay? J'avais mal aux pieds. Là, ça, c'était rough. Là. J'étais inconfortable. Surtout que tu vois qu'il marchait déjà un petit peu croche avant la petite pente. Puis la pente arrive, puis là, ça jump au matin après. Puis il est encore en train de marcher, le tabarnak. Là. C'était... Non, genre... Il y avait basically la cheville cassée, là. C'est comme... Fuck. Puis il continue à marcher dessus. Il y avait le personnage de Hank aussi il l'a eu rough pendant les derniers stretches qu'il y a eu. Là. Il avait vraiment l'air à marcher mort. Là. Ouais. J'ai comme eu un petit feeling quand tu le vois enlever sa gomme de sa bouche, puis basically, il est en train d'abandonner, puis t'es comme fuck, c'est fini pour lui. Il a dit aussi le setup de sa gomme, c'est comme il a dit, je vais aller jusqu'au bout avec elle. Ouais. C'est comme une blague, mais tu sais, quand tu vois qu'il ôte sa gomme, c'est comme, ok, il va se faire tuer. Ouais. Mais tu sais, c'est juste sad quand même, là. Mais c'était rough. Mais moi, ma scène préférée, c'est la scène... Justement, je veux dire, là, on n'entend pas le coup de fusil pour Hank. Je pense qu'ils l'ont juste laissé bleed out. Parce que vu qu'il a pogné le gun, je pense que c'est dans les règlements, ils vont juste te laisser bleed out si tu essaies de les attaquer. Il me semble qu'il y a eu une mention de ça. Parce que vu qu'il a essayé d'attaquer le militaire, le militaire a juste tiré un coup, puis après il a retiré d'autres coups dans le ventre à la place de tirer dans la tête. Parce que l'autre qui s'est attaqué au militaire, me semble qu'il s'est fait shot après avoir attaqué au militaire. Oui, mais là, il s'est comme un petit peu... Lui, c'était vraiment stupide, là. Sa mort était vraiment stupide. Il était vraiment con. Il pogne le gun, il shot le militaire, puis après, il regarde les autres militaires, puis il est genre... Ah! Genre, fais quelque chose à la place de te laisser le shot. Il y a aussi le gars qui a essayé de courir... il y a un gars qui a essayé de courir vers le gazon, il s'est juste fait headshot par la grosse Gatling gun, là. Ouais, il y en a un qui a essayé de rentrer comme genre dans un magasin. Dans un magasin, il s'est fait shot, là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses faire, genre? Tu vas pas survivre, là. Tu fais quoi, là? Mais non, moi, ma scène préférée, c'est la grosse scène émotionnelle quand la mère du personnage principal, elle vient le voir, puis il vient s'excuser, là. Cette scène-là, elle m'a vraiment touché. Surtout avec avec les contextes de flashback, tu le feels le moment, là. Surtout quand le militaire, il vient avec le gun derrière, puis sa mère, elle crie de genre, non, continue. Genre. Puis là, il dit, j'ai failli mourir comme mon père devant ma mère. Ouais.
Puis finalement, il meurt exactement comme son père à la fin du film, là, mais c'est spoiler alert, my bad. Les gens ont vu le Puis film, j'espère. Puis le personnage de Peter qui vient sauver devant sa mère, Peter, vraiment, leur amitié est vraiment parfaite, là. Peter, c'est un bro, là. C'est un vrai bro. Non. Puis il y a aussi le personnage de... Là, j'essaie de trouver son nom, mais parce que je veux pas dire ça de même, mais l'autre black dude qui essaie d'aller sauver le personnage de Hank, quand que Hank, il se fait tirer, parce qu'il crie son nom, tu sais, c'est comme il s'est senti appelé à aller l'aider. J'étais comme, fuck. Puis là, c'est le personnage de Ray qui vient le sauver, qui est comme, non, viens-t'en. Tu sais, tu sacrifies d'avoir des warnings pour aller aider ceux que tu connais depuis pas tant longtemps que ça. C'est juste que l'amitié, elle s'est tellement bien développée. À part le personnage du fucker, là. C'est Gary. Gary Bartovich, le personnage de Charlie. Je trouve son personnage quand même assez comme genre, pourquoi il est là? Ben, c'est juste. Tout le long, c'est comme genre, c'est comme un antagoniste, un petit fucker, mais j'étais comme genre, ok, il essaie d'avoir une redemption à la fin, mais ça marche pas pantoute, je trouve. C'est comme. Je sais pas. Moi, sa redemption a vraiment pas marché pour moi parce que j'étais sûr, j'avais le dread de genre, qu'est-ce qu'il va faire? Pour que finalement, il fait juste se stab dans le cou, puis finalement, ça a juste abouti à rien parce que moi, je pensais qu'il allait comme attaquer un des deux ou quelque chose. Ouais. Puis bon, moi, quand il commençait à vouloir se faire excuser pour avoir tué quelqu'un, c'est comme genre. Quand il est comme, pourquoi on me demande pas si je veux honorer la femme de Hank? Ouais. Genre, parce qu'on sait que t'es un fucker. Ouais, on sait que t'es un fucker, c'est comme. Genre, des Chris. Mais lui aussi, il a très bien joué son rôle, pour vrai. Ah, il a très bien joué son rôle. Tous les acteurs. Tous ceux qui ont des lines, ils ont vraiment bien joué. Moi, j'ai une hot take. Ouais, lequel? Je trouve que Mark Hamill, il était mid. Ok, ouais. Mark Hamill, il était... Ben, tu sais, il n'y avait pas grand-chose au niveau de l'acting à faire non plus. Il y a des lunettes de soleil tout le long du film, puis il fait juste avoir une voix... il était pas si imposant que ça, je trouvais. Je trouvais comme, ok, c'est Mark Hamill, j'ai pas peur. Je comprends. Je suis désolé, il est pas imposant, je trouve. Ouais, je comprends. Moi, je trouvais un peu la figure qu'il essaie de représenter dans le film, puis je trouve que c'est comme, mais à ce niveau-là, mais il est pas trop dans le film non plus, donc ça hurt pas trop le film pour moi. Moi, j'étais juste en awe de genre, asti, c'est Mark Hamill, il est trop cool. Just cool Hamill guy. C'est juste ça. Mais ouais, 480 km de marche au total. C'est absolument insane, sans arrêter. Je serais pas capable de faire ça, moi. Mais justement, la scène, quand la mère, elle vient le voir, elle vient voir la marche, puis il venait juste d'enlever ses souliers en plus. Il a les pieds tout pleins de sang. C'est la première chose qu'elle dit, c'est your feet. Genre, fuck. Cette scène-là, elle m'a vraiment, vraiment pogné. Je suis content qu'elle n'était pas à la ligne de finale parce que je pense qu'elle n'aurait pas aimé ça. Non. Je pense qu'on peut parler de la scène finale. Premièrement, l'avant-dernier gars qui se fait tuer sur le pont, honnêtement, je pense que c'est mon shot préféré du film. Celui-là, il m'a vraiment, vraiment pogné parce que plus le film avance, tu le sais, les gars, ils vont se faire tuer. Mais celui-là, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un petit peu plus de délai que les autres. Tu sais, il est dans le background, il est flou de manière vraiment artistique. Le shallow depth of field est vraiment, vraiment magnifique à cet endroit-là. Mais j'ai l'impression qu'il a entendu 1.5, 2 secondes de plus juste parce pour qu'il me semble qu'il dit 2-3 fois « shot me, shot me ». Ouais, mais c'est ça. Ils attendent juste pour nous donner un dread de plus. Tu sais, on le sait qu'il va se faire shot. Shot-les, esti, on veut pas voir ça. Mais ouais, la scène finale où est-ce que le personnage de Peter, il décide de mettre un genou à terre. Ensuite, Ray est comme non, on continue. Puis au moment que les deux se lèvent, Ray, il recule puis il se laisse finir. J'étais comme fuck, man. La fin est vraiment bonne, là. C'est une très bonne fin. Même si on s'attend à une fin, on s'attend à ce qu'un des deux meure, là. C'est juste lequel va finir. Est-ce que ça va être. Tu le sais pas si ça va être un sacrifice, tu sais pas si ça va être un abandon. Tu sais pas s'ils vont se pogner, genre, tu sais pas. Genre, c'est juste. Honnêtement, la fin peut pas être meilleure que ça. Puis je pense que c'est assez obvious, là, le personnage de Mark Hamill, il symbolise l'Amérique. Oui. Puis c'est aussi, je m'attendais, c'était assez prévisible qu'elle allait le tuer. Je suis comme genre, ok, ouais. On va s'en venir, là, mais c'est
Ben, tu sais, C'est quand le film même... aurait pu faire un 180 puis avoir le personnage de Cooper gagner la compétition aussi. Avec le Cooper qui shot Mark Hamill à la fin. Ça aurait été un des deux. Là. Soit il se fait tuer comme son père, soit il réussit à faire sa vengeance. Mais finalement, c'est Parce que Peter moi, qui réussit à faire la vengeance de la, Ray. la façon dont je l'ai vu pendant le film, je me suis dit, il y a tellement de setup pour qu'il prenne sa revanche. Il va clairement se sacrifier parce qu'il de son amitié avec Ouais. Peter. Moi, je l'avais vu venir, personnellement. Ben, c'est parce que moi, quand j'écoute un film, j'essaie de pas essayer de voir les trucs venir. J'aime mieux me laisser absorber les informations. J'essaie pas de voir les trucs venir, c'est juste que c'est naturellement tombé dans mon esprit. C'est comme genre, ah ouais, c'est comme ça que ça va se Ah, je comprends, c'est juste, moi, naturellement, genre, j'ai rien dans mon esprit, genre, qui s'en vient. Genre, c'est comme je me suis un peu conditionné à ça dans ma cinéphilie, dans ma vie, de juste, écoute le film, puis laisse, tu sais. Parce que quand que cette pensée-là me vient dans la tête, puis que je devine la fin, ça gâche le film pour moi. J'aime pas ça. Fait que mon cerveau, il refuse d'essayer de penser à qu'est-ce qui s'en vient. Je vais juste absorber qu'est-ce que j'ai devant moi, puis that's it. Je pense que ça me permet d'être un petit peu ça gâche plus... pas le film parce que je trouve quand même que l'écriture des personnages marche vers la fin. Non, mais là, je parle généralement. Là. Ça, c'est général pour quand j'écoute un film tout court. Là. Si je devine la fin au début du film, il y a un problème. Non, mais j'ai pas deviné la fin au début du film. Mais je veux dire, quand t'es aux 3/4, je suis comme genre, ok, ouais, là, je sais où que ça s'en va. C'est quoi ton interprétation de la fin? Tu penses-tu qu'ils l'ont laissé partir? Ils l'ont-tu shut down? Parce que la fin est vraiment nébuleuse un peu, où est-ce qu'il shot Mark Hamill, puis un coup qu'il shot, il n'y a plus personne. Là. Il est tout seul. Il n'y a plus de foule, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus rien. Il fait juste continuer sa marche. Parce que selon moi, ils l'ont shot, mais il s'est pas représenté visuellement. OK. C'est juste représenté comme genre, je vais continuer à marcher jusqu'à temps que je rejoigne mon ami. Ouais, c'est une belle interprétation. Moi, j'aime mieux l'interprétation optimiste où est-ce qu'ils l'ont juste... Il a gagné la compétition, là. On le laisse partir. Parce qu'à ce point-là, on voit juste un militaire puis Mark Hamill. Le militaire, il n'y a plus de gun. Mark Hamill, il se fait shot. J'ai bien aimé qu'il se fasse shot, là. J'étais genre, peut-être, ouais. Mais c'est mérité. Définitivement. Surtout que le père, il se fait tuer parce qu'il montrait des films pis des livres, là. C'est comme, non, t'as pas le droit de lire Nietzsche, OK? Non. Illégal. Mais je trouve que le film arrive dans un climat politique assez intéressant quand même. Tu sais, on présente un gouvernement militaire totalitaire, puis là, en ce moment, les États-Unis ont un gouvernement fasciste. C'est assez spécial. Là. C'est toute la montée du fascisme. C'est la montée du fascisme, puis genre la mort du freedom of speech cité à gauche. C'est comme, bro, what the fuck? Je voulais en parler un petit peu tantôt, là, quand on va avoir fini de parler du film. Là. 100% on peut parler de ça, ça me dérange pas. Ben oui. Le retour critique est vraiment excellent, 89% sur 232 critiques. Donc, c'est une très bonne... je pense que David Johnson, vraiment, ce gars-là va gagner un Oscar dans les prochaines années. S'il choisit les bons projets, là. C'est un des nouveaux acteurs qui émerge que moi, j'adore. Personnellement, ouais. Il est tellement bon. Il est vraiment bon pour montrer une humanité vraiment spéciale. Surtout même dans Alien, où est-ce qu'il joue un androïde, là, il montre une humanité spéciale. Non, il a vraiment un bon talent, ce gars-là. Vraiment, là. Tous ces acteurs-là, je pense qu'ils vont tous faire un nom. Là. Selon moi, ça va être un des acteurs les plus importants les 10 prochaines années. S'il continue à faire des films de qualité puis toujours être dans des rôles intéressants, ça va vraiment non, moi, je pense que lui, il va rentrer dans les prochains DiCaprio puis ces affaires-là. Là. C'est un ex-A-lister, définitivement. 100%. Puis il y a Cooper Hoffman aussi, qui a juste c'est son 5e film. Il a joué dans Licorice Pizza, qui était un film de Paul Thomas Anderson, 2021. Ah, OK. C'était son premier film. C'est un Paul Thomas Anderson pour ton premier film, c'est... Ouais, puis il est 2e sur la liste d'acteurs. Là. Oui. Mais c'est les 2 rôles les plus importants. Ouais. J'ai pas vu Licorice Pizza, t'avais-tu vu? Non. Non, j'ai pas vu son dernier film. Puis en ce moment, il y a 3 films qui sont en post-production. Il y a 2 films en post-production, puis un film qui est en train de tourner. Puis il a déjà fait une pièce de théâtre aussi. Cursed of the Starving Class. Donc c'est un acteur, il a fait une pièce de théâtre également. OK. Oh. Fait qu'il est capable d'acter au théâtre également, ce qui est pas l'affaire la plus facile non plus pour un acteur. Là. C'est différent. Là. Un acteur de pièce de théâtre puis un acteur de film, c'est très différent. Là. Non, ces deux-là, là, ils vont solides. Vraiment. T'as-tu d'autres choses à rajouter?
Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Là. Le film est assez court. Là. Le film est efficace, vraiment. Là. Ouais, le film est assez efficace. Je dois dire, juste un petit truc, la colorimétrie, j'étais pas tant fan, personnellement. Ouais, le petit aspect désertique, là, le petit Ouais. jaune. Là. Ouais, toi, t'aimes pas le petit jaune, le filtre jaune. Toi, t'aimes pas Je suis ça. un hater du petit jaune, mon gars. Moi, ça m'a pas dérangé vraiment. J'ai pas porté attention vraiment à ça. J'ai trouvé que la cinématographie était quand même bien efficace. Non, je trouve qu'elle est correcte, mais c'est juste que la colorimétrie, j'étais pas tant fan. Mais c'est pas un gros problème. C'est pas comme dans Enemy de Denis Villeneuve, que je trouve que c'est jaune pipi, c'est comme genre, c'est horrible à regarder, c'est non, merci. Ça gorge genre, totalement t'écoutais le film pour pis moi. t'étais comme, voyons, le film, il se passe où à Mexique, là? C'est comme, Chris, je suis pas dans mes toilettes, là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais, hey, le Mexique en jaune pipi à chaque fois. Là. Ah non, ça, c'est absolument drôle de la part de Hollywood, là. C'est comme, t'es au Mexique, c'est tout lush pis tout, mais dans les films, c'est tout le temps jaune. Oh, man. What the fuck? Oh là là, c'est comme si tu t'en vas en plus bas de l'équateur pis ça, tout devient jaune. Ouais, ça, c'est absolument hilarant. Le film a coûté 20 millions à faire. Donc, ah, c'est bon, ça? Ouais. Je vais aller voir le box-office pour le fun. Qui est rendu... Oh, il a floppé. Il a floppé? Il est à 21 millions. Il est pas sorti partout, non, par contre. Il est pas sorti dans les pays asiatiques. D'accord. Ça fait un peu de sens, mais dans son pays d'origine, il a floppé. Il a fait 18 millions. OK. À date aux États-Unis. Son opening était 11 millions. Je pense que... Je vais aller voir le week-end. C'est Demon Slayer qui a gagné le week-end la semaine passée. Avec 32 millions. La propagande Demon Slayer. Qui... attends, là, je sais pas si... Là, c'était daily. Je vais y aller pour le week-end complet. 70 millions pour Demon Slayer au week-end complet. Conjuring avait fait 25. Downtown Abbey 18. Puis ensuite The Long Walk a fait 11. Malheureusement. Je veux dire que j'étais assez impressionné par la distribution pour Demon Slayer. J'ai jamais vu un animé comme genre... Dans mon cinéma, ben là, il est là aussi. Ouais. Ah non, ben c'est la réjouissance des... La réjouissance. Tu parles du français, toi. La réjouissance des animés, genre, au cinéma, c'est... Tu sais, mettons, 12 ans, tu te fais péter à la gueule parce que t'as un chandail d'un animé, là. À part si c'est un chandail de Goku. Tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, là, les fans d'animé, on savait pas c'était qui, là, parce qu'ils restaient cachés, là. Moi, tandis qu'à cette heure, ils vont au cinéma. C'est quand même fou. C'est quand même fou pour les fans d'animé, ça. Je suis content pour eux. Moi, les gens savaient que j'étais un fan d'animé, puis ils essayaient d'arguer que Naruto, c'était pas un animé. Dans ma classe, j'étais comme genre, damn, les gars, vous êtes cringe as fuck. Le seul animé que tu peux argumenter que c'est pas vraiment un animé, mais c'est animé adjacent, c'est genre, que j'ai lu, c'est le monde dit, c'est que Avatar n'est pas nécessairement un animé. Ben, c'est inspiré par les animes, mais c'est pas japonais, c'est une production américaine. Fait que c'est juste du gatekeep qui disent que c'est pas un animé. Ouais. Techniquement, là. Ben oui, techniquement, oui, parce que visuellement, c'est de l'animation, fait que ça reste... C'est un animé. Ouais. C'est juste c'est dans le même style. C'est tout. Fait que c'est juste gatekeep, là, parce que c'est pas produit au Japon, c'est quand même très bon. Mais tu sais, gatekeep et fan d'animé, c'est deux choses qui vont bien ensemble. Ça, c'est vrai. Le gatekeeping des animés, c'est absolument abusé, là. C'est comme tu dis que t'es fan d'animé, mais si tu dis que t'aimes pas genre One Piece, genre t'es pas un vrai fan d'animé. ben, j'aime One Piece, mais j'aime le manga, j'aime pas l'animé, tu vois. Ouais. Bref, The Long Walk, t'as-tu une note? Je donnais un 7, un peu prévisible à certains moments, puis un peu répétitif dans sa formule. Mais je trouve que vraiment les personnages sont bien écrits, puis sont assez attachants pour que les moments émotionnels marchent. Mm-hmm. Donc, ouais. Ouais, moi aussi, je donnerais un 7, moi aussi. On est égal là-dessus. OK. C'est parfait. Oui, c'est un très, très bon film. Même mon friend, il a trouvé... Pardon. Même mon friend, il a trouvé ça très bon. Ah ouais. Tant mieux. C'est vrai que lui, c'est un cinéma haters. C'est pas un cinéma hater, c'est juste... Je n'irais pas jusqu'à là, parce qu'il aime le cinéma, c'est juste...
je sais pas. Je peux pas expliquer les goûts des gens non plus. Là. Les goûts des gens, Non, c'est les goûts des gens. j'ai une niaise, Antoine. Je sais que tu niaises, c'est juste là, ça me fait patiner, puis ça fait que c'est drôle quand je patine. Fait que genre, j'aime ça patiner, c'est tout. Là. C'est juste drôle. Moi, j'aime ça de voir patiner puis rentrer dans la bande. Hey, fuck you! Pas où il se casse l'épaule. Oh là là. Donc, cette semaine, il n'y a pas eu grande nouvelle au niveau du cinéma. J'ai vu que ça a l'air qu'ils sont en train de faire il y a un nouveau projet Rambo, un prequel, avec un Rambo qui est jeune. Oh. Ça a l'air que Stallone il a pitché de faire du AI de-aging. Oh non! C'est une fraude, mon gars. What the fuck? Puis il a dit « Everyone thought I was crazy ». Ben oui. AI is sophisticated enough to go through Saigon and see him at 18 years old and basically use the same image. So it isn't a big stretch. Mais tout le monde dit qu'il était crazy au pitch. What the fuck? De qu'est-ce qu'il parle, ce gars-là? Ça a l'air que c'est Noah Centineo qui va jouer le rôle de Rambo dans le prequel. OK. Je sais pas trop c'est qui. Je pense que je sais pas si je l'ai vu dans quelque chose ou quelque chose ou quelque chose. Là. Quelque chose? Il a joué Jesus Adam dans la série américaine de Foster. Il a joué dans le film Black Adam. Oh, il était dans Warfare. Oh. Il jouait Brian dans Warfare. Il a joué dans le horrible Charlie Angel de Elizabeth Banks, le remake avec juste des femmes. Pas mal ça. Là. Il a joué dans le film Netflix To All the Boys I Loved Before. C'est pas... OK, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, non. À part Warfare, là. Puis il joue dans Street Fighter, qui va s'en venir en 2026. Fait que tu sais, je sais pas si c'est vraiment vrai que s'il a vraiment pris le rôle de Rambo ou quelque chose du genre. Mais je comprends pas l'intérêt de ramener Rambo. Il y a juste un bon film, Rambo. Ouais, mais AI de-aging de Stallone. I don't care! Leave it alone! Il y a juste un bon film, Calis, dans cette fucking série-là. Mais c'est tellement drôle. C'est juste hilarant. Il était aussi dans la série Netflix de drama CIA The Recruit, où est-ce qu'il joue un avocat qui tourne protagoniste. Dans le fond, c'est une série d'action. Fait qu'il est capable de faire de l'action. C'est déjà ça. Il y a aussi Woody Allen qui colle le cancel culture dumb. Puis il dit que les gens qui veulent pas travailler avec lui font une erreur. Sorry si le monde veut pas travailler avec un pédophile, Woody, man. Fuck you. En plus, la cancel culture, techniquement, ça a juste 10 ans. Donc, il est dans... Ouais. Je veux dire, il est sûrement attiré par ça. I mean, il a marié sa fille adoptive. Genre, tu peux pas... Genre... Ta gueule! Je comprends que Dylan Farrow, elle le défend depuis toujours, là. Genre, je comprends. Puis, je suis capable de croire qu'il l'a peut-être probablement pas molested quand elle était mineure. Mais n'empêche que c'est fucking weird de marier ta fille adoptive que t'as élevée, là. Je veux dire, désolé, mais t'es un pédophile. Merde. Oui, t'es une merde. T'es une merde si tu fais ça. Pédophile merde de groomer de bitch. C'est normal que personne veut travailler avec toi. Calice. À quoi tu t'attends, man? Puis il dit, dans le fond, I'm making a contribution, I'm making a statement, he told the Wall Street Journal. But he's really making a mistake. Someday he may learn that. En parlant des acteurs qui veulent pas travailler avec lui. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, man? Moi, un de mes articles préférés, c'est un article où Bob Dylan, dans les années 60, il dit qu'il voulait péter la gueule à Woody Allen. Oh là là. Alors, absolument hilarant, là. Puis, en parlant du cancel culture, Jimmy Kimmel s'est fait cancel à cause de commentaires qu'il a fait sur Charlie Kirk puis Donald Trump. Incroyable. Hein, la droite qui arrête pas de pleurer, cancel culture. Mais quand c'est le temps de cancel quelqu'un à gauche, là, ils sont corrects avec. Ouais, c'est comme bro. Puis le pire, la joke est tellement bonne. Tu sais, c'est même pas un dig sur Charlie Kirk, c'est un dig sur Trump qui est genre, il se fait demander si comment qu'il hold up après l'assassinat, puis il est comme very good, look at this construction, we're doing a ballroom. Genre bro, qu'est-ce que tu fais? Puis Kimmel qui dit he's at the fourth stage of grief.
Construction. Construction. C'est absolument hilarant. Le pire, c'est qu'il n'y a pas tant de joke que ça. C'est juste vrai. Il y en a rien à foutre. Ça n'a pas de sens. How are you holding up? Oh, very good. Look at this. We're building ballroom. Calice. Ah, ça n'a pas d'allure. C'est hilarant. Absolument hilarant. C'est même pas ironique, c'est juste hilarant. C'est comme... Ouais, ça, c'est juste la montée du fascisme. Je sais qu'il y a David Lindelof, qui est le créateur de... Voyons, attends. Fuck, c'est pas de même ça s'écrit. Je pense que c'est le gars qui avait fait la série Watchmen. Ouais, Damon Lindelof, qui est le créateur et co-scénariste de Watchmen sur HBO, puis scénariste de Lost. Lui, il a dit qu'il n'allait pas travailler avec ABC ou Disney après la cancellation de Kimmel. OK. J'ai vu des gens qui postent leur photo où est-ce qu'ils cancellent Disney+, puis ils mettent comme raison fascisme. Ben oui, mais c'est ça. Oh my god. Parlant de fasciste, Donald Trump qui désigne Antifa comme une organisation terroriste. Quelle organisation là-dedans, là? Genre... Puis là, le plus drôle là, qui m'a fait rire cette semaine, c'est sur Reddit. Les gens sur Reddit, ils postent des photos de la Deuxième Guerre mondiale en marquant un groupe d'Antifa qui débarque sur Normandie. Oh, alors, mais Antifa veut littéralement juste dire antifasciste, là. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'organisation qui contrôle Antifa, là. Mais à Star, t'es un terroriste si t'es contre le fascisme. Genre, bro, t'es pour la démocratie, ça veut dire que t'es un terroriste. What the fuck? Oh non, les États-Unis sont fucked. C'est finito. Déjà que leur parti de gauche est pas là. Ils font rien. Les démocrates font rien. Ça n'a pas de sens. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec les élections mi-mandat. Mais bon, ils sont fucked. Mais, t'as-tu vu, ils sont en train de construire un new ballroom? Hey, wow, that's so cool, man! il y a aussi Trump, genre en live, il s'est fait demander à propos de... Il y a une vidéo qui est sortie où est-ce que il y a quelqu'un à Maison-Blanche qui pitch un sac genre à partir du 3e étage d'une fenêtre, je sais pas si t'as vu. Puis Trump, il se fait montrer la vidéo puis il dit « That's AI ». That's AI, damn. Comme il n'y a pas une fenêtre qui s'ouvre, genre « That's AI ». Oh là là. Oh merde. Genre tu le vois, là, il regarde la vidéo, puis, « Oh, that's AI ». Oh ta gueule. Ah, puis... Ah non, il y en a passé des affaires drôles avec Trump. Tu sais, Trump, il a été au UK cette semaine. Ouais. Puis il y a 2 personnes qui se sont fait arrêter parce qu'ils ont pris un gros projecteur géant pour projeter une photo de lui puis Epstein sur le building historique où est-ce qu'il rencontrait le roi Charles. Oh, dude. Absolument hilarant. Non, les news qui proviennent des États-Unis ces dernières semaines, là, c'est exceptionnel. Je veux dire, c'est tellement ridicule. Là. Ah, ça n'a pas de sens. Puis le pire, c'est que les news networks sont vraiment dumb parce que c'est tout ce qu'il veut, c'est être à la télé. C'est tout ce qu'il veut, c'est se faire parler de lui. Arrête de parler de lui, tout court, puis ça va se calmer. C'est aberrant comment ils sont stupides. Ah non, je t'ai dit, les news arrêtent complètement de parler de Trump puis du gouvernement, puis il va être piste, là. Ouais, sauf que les news, ça devient Trump. Fait que... ça vient clairement de Trump que Kimmel se fasse cancel, là. Ben oui. Ça vient d'un appel, il a appelé un dude, que le dude, il a appelé un autre dude, que ce dude-là, il a appelé un autre dude, et voilà. Kimmel, il se fait renvoyer, puis le show, il est cancellé. Parce qu'en plus, quand que... C'est qui le dernier qui s'est fait cancel là, de talk show? Je m'en rappelle plus. Colbert? Colbert? Yeah, c'est ça. Quand Colbert s'est fait canceller, Trump il a tweeté que Kimmel était le prochain. Fait qu'il attendait juste une excuse pour crisser Kimmel, genre, pour cancel Kimmel. C'est comme, bro, comment tu peux cancel Kimmel? Là? Genre, son show est l'un des plus écoutés. Genre, c'est insane. Ouais, mais justement, quand tu veux créer un État fasciste, tu t'attaques à ceux qui ont la liberté d'expression avant. Ben oui, Et ça commence par la comédie. C'est ça. Ah non, tu peux pas dire qu'il n'y a pas un gouvernement fasciste, puis je suis vraiment curieux comment il va faire pour rester au pouvoir si c'est ça son plan. À ce niveau-là, selon moi, là, faut que quelqu'un
Damn, va falloir que je bip ce moment-là. Fuck. Je suis désolé, Antoine, mais non, c'est correct, ça va être drôle de le biper, ça, c'est correct. Non, mais c'est comme, tu sais, les États-Unis, c'est pas la Russie, là. La Russie, c'est comme, tu sais, on le sait que les élections sont truquées, là. Mais les États-Unis, ça va être tough à truquer, là. Puis ça, puis techniquement, il peut pas se représenter à cause de la Constitution. Ouais. Il est déjà à 1 an au pouvoir. Il va pas pouvoir... On en aurait entendu parler là, s'il voudrait changer un amendement ou rectifier l'amendement qui dit la limite de 2 mandats. Tu peux pas rectifier un amendement vraiment facilement. Là. Faut que tu passes par genre 4 votes d'affilée. Là. Écoute, il y a aussi des créateurs que je suis là, qui sont en mode peut-être qu'il va falloir que je change de country. Ils sont rendus là, c'est que genre peut-être il va falloir qu'on déménage de pays parce que c'est du monde de la gauche puis ils ont peur de se faire ben oui, moi je suis des gens de la gauche, surtout des créateurs noirs, puis ils sont comme genre peut-être falloir changer de pays. C'est comme tu veux pas faire Canada ça, est là, le Canada est là, on est chill, nous autres. On va pas chill. Mais c'est comme tabarnak, c'est ridicule. Moi, ce que je trouve absolument vraiment weird, c'est que la droite, en ce moment, ils sont en train la gauche extrémiste, blablabla, ils shootent les gens, sont violents, blablabla. Charlie Kirk s'est fait shot par un dude qui a juste voulu tuer Charlie Kirk, là. That's it. Et surtout que... Il y a une démocrate élue qui s'est fait shut down dans sa maison avec son mari puis leur chien. Puis le gars, il y avait un hit list de 50 démocrates. Puis ils disent... Le gars qui a shot Charlie Kirk, il y a eu une charge de terrorisme qui a été droppée par le juge. Mais il y a eu une charge quand même de terrorisme. Là. Le gars, l'autre, il n'y a pas eu une charge de terrorisme. Là. Il y avait un hit list de 50 personnes. Ça, c'est du terrorisme local. Là. Parce que, de ce que j'ai compris, il a juste décidé de se convaincre de tuer Charlie Kirk une semaine avant qu'il vienne. Il a appris qu'il s'en venait en Utah, puis il a dit, OK, je vais le tuer. Utah, en passant, c'est un des États qu'ils ont le droit d'avoir un concealed weapon sur un campus universitaire. Il est rentré légalement avec son gun dans le campus, techniquement. Ouais. What the fuck? Genre... Alors, les États-Unis puis les guns, là, c'est... Autant la gauche que la droite, les guns sont nuts. C'est juste... C'est comme le tweet que j'ai fait. Il y a quelqu'un qui disait comment qu'on peut passer au travers de ça, blablabla, puis j'ai juste marqué « A gun reform would be a start ». Mais c'est vrai. Chris, ça n'a pas de sens, là. C'est comme... Tu sais, quand tu dis que non, mais il faut se protéger, tu sais, tu dis que c'est nécessaire d'avoir des personnes qui protéger ton deuxième amendement. 2 ans après, tu te fais c'est comme... Ça a l'air que c'était nécessaire que tu te fasses c'est qu'on va se faire cancel avec ce podcast-là. J'en ai rien à foutre, dog. Une chance que personne nous écoute. J'en ai rien à foutre. Je pense que je vais laisser le bout pas... Je vais même pas... Non, je vais le censurer. Ouais, censure-le, quand même. Ouais, celle-là, ouais. C'était un peu extrémiste. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, c'est correct. C'est correct. Surtout que Charlie Kirk était pour la liberté d'expression, même s'il était haineuse. Il a dit ça dans ses tweets à lui. Ouais. Là. Fait que, techniquement, là, je veux dire, les gens qui célèbrent sa mort, je veux dire, OK. Oui, OK, c'est peut-être que c'est pas bien, là, mais je veux dire, ils ont la liberté d'expression quand même. Ouais. Mais moi, ce qui m'énervait avec lui, c'est que oui, il prônait la liberté d'expression puis de faire des débats peaceful pis tout le kit. Je suis d'accord, c'était pas... Il était pas là pour attaquer le monde nécessairement. Il les attaquait pas mal, là, mais avec ses mots, mais il était pas là pour attaquer violemment, genre. Par contre, je l'ai jamais vu concéder un point ever. Je l'ai jamais vu dire « Ah, je comprends ton point de vue, mais je suis pas d'accord. » Je l'ai jamais vu dire ça. Il y a toujours quelque chose pour rebuter sur l'autre affaire. Comme l'affaire avec au fait qu'il laisserait sa fille de 10 ans accoucher d'un enfant. Comme bro. Quand tes idéologies sont plus importantes que ta propre famille, là, t'as un problème, là. Mais surtout quand t'as un discours aussi haineux envers les minorités, puis les minorités célèbrent ta mort, je veux dire, OK, c'est comme genre fair enough. Ouais. C'est comme, Chris, t'es anti-noir, je suis désolé, mais les personnes noires qui célèbrent ta mort, ils ont le droit de célébrer ta mort. Ouais, c'est comme... Alors, c'est vraiment, vraiment intense, cette situation-là. Ouais. Mais surtout que la droite utilise juste sa mort, ils en ont rien à foutre. Je sais, c'est... Écoute, qu'est-ce qui est vraiment drôle, là, c'est que la droite, tout ce qu'ils font, c'est poster des photos générées par AI, ou est-ce que, genre, devant un drapeau américain ou quelque chose de même, pendant que la gauche font juste publier des clips qui sont réels. Oh, man.
Genre, la droite peuvent pas publier des clips. Il a tout le temps l'air d'un fucking bigot. C'est juste... On pose des photos de lui devant un beau drapeau américain avec un eagle en arrière. Sa face est clairement AI, genre. C'est comme, bro. Ah, mais... Il y avait une photo AI de lui avec Martin Luther King qui pleure. Je l'ai vu. Puis il y a un autre dude, là. Il y avait pas aussi un des vieux présidents, il y avait pas genre Abraham Lincoln aussi sa photo. Oui. Genre, qu'est-ce que tu fais? Ils sont tellement corny, man. What the fuck? Genre, il compare à un gars qui a libéré les esclaves, puis un gars qui a genre révolutionné la communauté afro-américaine. Fucking un gars qui est juste pro-Jésus, puis genre white power, genre fuck off. Est-ce que crise de nazi? Oh my god. Ouais. C'est notre épisode politique, les gens. Oh my god. Je te jure, ça va être notre big break. Two podcaster advocate for Trump. Oh 1 million views. Absolument insane. Oh là là. T'avais-tu des news ou t'avais fini avec tes news? Non, j'avais pas mal fini avec les news. Okay. Je veux juste rajouter un affaire à quel point que le shooter est un amateur. Genre, le monde disait tout au début que c'était sûrement un shooter professionnel, un ex-militaire, pis tout, à cause de la précision du shot, pis tout. Ils sortent la photo du gars, il y a pas de gants, pas de masque, rien. Il y a juste un t-shirt. Il est allé il y a quelqu'un qui a sorti une photo de lui au Dunkin' Donuts 2 heures après le shooting. Ah non, c'était au Dairy Queen, mais c'est quand même drôle, là, de juste... Sais-tu quoi, j'ai envie d'un fucking Blizzard? Hey, fair enough, man. Comme j'ai chaud, man, j'ai couru fort, là. Oh my god. Ah non, c'était un amateur. Il a essayé de tirer à la tête, la balle, elle a droppé. C'est clairement un amateur, là. Ouais. Fait que, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Prochain podcast politique, non? Okay, on a One More Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Qui reçoit avec DiCaprio. Avec DiCaprio, Sean Penn puis Benicio del Toro. Ouais, puis le retour critique était absolument incroyable pour l'instant. Ouais, vraiment un très bon retour critique. Le film, as-tu gagné un prix au TIFF? J'en ai pas entendu parler, en tout cas. Non, moi non plus. Attends. Parce qu'il y a Open au TIFF, me semble. Y a-tu Open au TIFF? Non, il n'y a pas Open au TIFF. Je pensais qu'il y avait Open au TIFF. Je pense qu'il y a skip les festivals de l'automne. Bref, les critiques sont vraiment bonnes. Il est à 96%, je pense. 97. 97. Ouais, 97% avec 92 reviews. Fait que ça a l'air vraiment le fun. Un petit mélange entre Big Lebowski puis Taken. Fait que je pense que ça risque d'être assez intéressant. Le film, avec les trailers que j'ai vus au cinéma, le film a vraiment l'air le fun. Surtout le bout où est-ce qu'il jump du char, là, ça a l'air vraiment très drôle. Puis DiCaprio, il peut pas miss, là. Non. Son dernier film, c'était Killer Flower Moon. Ouais. Je pense. Il a sûrement joué dans autre chose avant ça. À moins que non, là, mais... Je pense pas. C'est qu'il y a une grosse sa page Wikipédia. Ah, puis là, ça va être une autre page séparée pour sa filmographie. Ouais, il n'y a pas d'autres films entre les deux. C'est ça. Il a travaillé comme producer, par contre, avec une autre affaire, là, mais ça n'a pas rapport. Mais oui, son dernier film était Killer of the Flower Moon, puis il peut pas miss, là. Puis avant ça, c'était Don't Look Up. Je sais pas si t'avais-tu vu Don't Look Up? Ah oui, je l'avais vu. Puis oui, je te l'avais recommandé. Puis après ça, c'est Once Upon a Time. Il y avait... Ah oui, ouais. En film, oui. Il a fait la voix de narration pour un documentaire Ice on Fire. Ah, mais si on prend film, là. Ouais, non, t'inquiète pas. Genre, c'est des très bons films pour lui, là, ces derniers films qu'il a fait. Il est sur une crise de bonne run, là, je veux dire. Juste sa run depuis, mettons, je vais juste depuis 2010, là. Shutter Island, c'est sûr, là, c'est pas la grosse affaire, mais ça reste un Scorsese. Un Christopher Nolan? Non, c'est pas vrai, c'est un Scorsese. C'est juste parce que sa femme est morte dans le film. Fait on dit que c'est un Christopher Nolan, c'est les memes. Shutter Island, Inception. Après ça, il a joué G. Edgar
un biographique du créateur du FBI. Ça? C'est le créateur du FBI, lui? Non, pas nécessairement, mais quand même. Il a joué G. Edgar. Après ça, c'est Django Unchained, The Great Gatsby, Wolf of Wall Street, Le Revenant, Once Upon a Time, Don't Look Up, Killer of the Flower Moon, puis One Battle After Another. Le gars, il choisit ses projets crissement bien. C'est sûr, tu sais, un film de Nolan, un film de Martin Scorsese, un film de Nolan, après ça, il va avec un Tarantino, après ça, un autre Scorsese, puis après ça, il fait le film de Le Revenant, qui est l'un de mes films préférés ever, de Iñárritu. Puis encore Tarantino, encore Scorsese, puis là, Paul W.S. Anderson. C'est une bonne lancée. W? C'est pas lui. Ah, Paul W.S. Toi, ça fait comme une couple de fois que ça arrive sur à le podcast. chaque fois, gros, il y a trop de Paul Anderson à Hollywood. Genre, je suis sûr que je marque too many Paul Anderson, là. Genre, Paul Thomas Anderson, Paul W.S. Anderson, puis il y a aussi un acteur qui s'appelle Paul Anderson. Il me semble qu'il y a un autre réalisateur qui a le même nom aussi. Il y a trop de Paul Anderson, c'est pas ma faute, là. Ouais, c'est ça. Paul W.S., c'est le gars qui a fait c'est le mari de Mila Jovovich. C'est lui qui a fait les Resident Evil. Il y a une bonne différence entre Paul W.S. Anderson et Paul Thomas Anderson. Non, mais j'aime ça de call-out à chaque fois que tu te trompes. Non, mais c'est juste drôle de se tromper là-dessus, Calis, là. C'est comme... T'aurais pu choisir un autre nom, là, je sais pas. Bro, come on. Ah là là. Paul Thomas Anderson, je m'excuse. Je te compare pas à Paul W.S., là, inquiète-toi pas, là. C'est juste... Sorry. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un très bon film, je pense. Moi aussi. Fait que, où est-ce que les gens peuvent nous trouver, Antoine? Les gens peuvent nous trouver sur Facebook, Instagram. C'est les places où est-ce qu'ils peuvent nous trouver. On n'est tellement pas actifs sur ces réseaux-là, par contre. Puis on est sur YouTube, Spotify, Apple, toutes ces affaires-là. On est là-dessus. Et n'oubliez pas de commenter, activez la cloche de notification. S'il vous plaît, commentez. Vraiment commentez. On veut juste des commentaires. On veut pas juste un commentaire de quelqu'un qui marque first parce qu'il est juste tombé sur la vidéo de même random puis il voit qu'il n'y a pas de commentaire puis il fait juste marquer first. Thanks, dude. Calice. Là encore, YouTube a encore fait la petite shot où est-ce que le mercredi, l'épisode il était public, le jeudi, l'épisode était privé. Tabarnak. YouTube, tu peux-tu arrêter de mettre mes épisodes privés? Asti. Calice. Bon, ben, sur ce, bye bye. À la prochaine. Allez voir One Battle After Another, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Sinon, on va te spoiler le film. Bye bye. Yeah, bitch. Bye bye.